David Collin. Bonjour, bienvenue dans Entre les lignes, votre émission littéraire avec aujourd'hui 2 livres publiés par le sinologue et traducteur Jean-François Billetter, le premier sur la traduction, le second sur et avec Lichtenberg. Professeur à l'université de Genève jusqu'en 1999, auteur de plusieurs livres sur Chuang-Tzu, sur l'art de l'écriture et de la calligraphie, Jean-François Billetter est non seulement sinologue, mais aussi traducteur du chinois vers le français quand il veut nous faire connaître les textes dans des traductions qui lui paraissent justes et qui demandent explication, approfondissement. Il s'en explique en réunissant 3 textes sur la traduction dans un petit volume de la collection Alia qui vient de paraître. Son éditeur, Alia, depuis la Chine 3 fois muette, une réflexion passionnante sur la Chine contemporaine qui me semble est toujours d'actualité. Jean-François Billetter, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Nous avons déjà évoqué la Chine ensemble il y a 2-3 ans à l'occasion de la parution augmentée de votre essai passionnant sur l'art chinois de l'écriture et donc de la calligraphie. Et nous évoquerons d'ailleurs vos réflexions sur la traduction du chinois en français, un art difficile, on le verra surtout en poésie, bien entendu dans ce petit livre que vous publiez chez Alia dans la deuxième partie de cette émission. Mais nous allons passer un peu plus de temps avec le premier de ces 2 livres publiés chez Alia, Lichtenberg. C'est un titre un peu énigmatique en quelque sorte parce qu'on se dit Lichtenberg, Jean-François Billetter, c'est peut-être une biographie, quelque chose comme ça, et surtout c'est un peu surprenant que vous vous intéressiez à ce philosophe et mathématicien Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799, qui a tenu de l'âge de 22 ans à l'âge de 57 ans des cahiers qui nous rappellent d'autres cahiers littéraires qu'on évoquera tout à l'heure. Lichtenberg qui est mal connu dans le monde francophone et qui mérite bien, une fois qu'on se plonge dedans, la réhabilitation que vous nous en proposez ainsi, quand on sait qu'il inspira de nombreux philosophes, écrivains allemands, de Schopenhauer à Nietzsche, en passant par Freud, et peut-être tout particulièrement par Wittgenstein. Jean-François Billetter, je le disais, on peut être étonné, a priori, de trouver ce livre, cette traduction, donc de l'allemand en français. On ne pense pas directement à ce genre d'univers pour vous, mais si l'on relit un peu plus près vos livres, sur Chuang-Tzu et d'autres, il y a des allusions à Lichtenberg. Et finalement, ça n'arrive pas tout à fait par hasard que vous parliez de Lichtenberg et que vous nous donniez, ou que vous ayez envie de nous donner à lire Lichtenberg dans de nouvelles traductions, dans une nouvelle présentation, pour lui rendre un peu justice, peut-être, et aussi pour lui donner une stature que nous n'avions pas vraiment dans notre esprit. Pourquoi Lichtenberg? Comment l'idée de Lichtenberg est née à travers votre travail de sinologue et votre intérêt pour Chuang-Tzu? Je pourrais répondre longuement à votre question. D'abord, les Sudelbücher, donc les cahiers de Lichtenberg, m'accompagnent depuis, je ne sais pas, depuis des dizaines d'années. C'est un des livres de chevet. Que je chéris. Et depuis longtemps, j'ai constaté que ce Lichtenberg était mal connu en France. Il a été introduit par André Breton, principalement dans l'anthologie de l'humour noir. Et puis depuis lors, il est connu, comme un soi-disant auteur d'aphorismes. Il est très mal connu. Ça fait des années que, rencontrant des gens qui sont dans l'édition à Paris ou des traducteurs germanistes, je leur dis, il y a un grand chantier auquel personne ne s'est attaqué de façon adéquate, c'est de traduire les cahiers de Lichtenberg. Et puis au fond, à un moment donné, je me suis dit, au fond, au lieu de me plaindre que les autres ne font pas le travail, pourquoi pas ne pas me mettre moi-même au travail. Alors, pas question de traduire le tout, mais je le connais assez bien pour savoir exactement ce qui m'intéresse le plus chez lui. Et je me suis dit, je vais traduire ces passages-là. Et c'est donc mon Lichtenberg. Et c'est pour ça que je me suis permis l'impertinence qui consiste à me présenter comme l'auteur du livre, c'est-à-dire que sur la couverture, vous voyez Jean-François Billetter et puis ensuite comme titre Lichtenberg. Alors que normalement, j'aurais dû dire Lichtenberg traduit par Billetter. Ouais. Mais j'ai pris cette liberté parce que, comme vous le dites, il y a une continuité entre ce que j'ai fait dans le passé, surtout dans mes études sur le philosophe chinois Chuang-Tzu et Lichtenberg. D'ailleurs, je cite Lichtenberg dans les leçons sur Chuang-Tzu, et je le cite de façon, je crois, très,
les citations de Lichtenberg vont au cœur de la pensée de Zhuangzi. Pour moi, il y a une relation profonde entre les deux. Vous êtes assez contre, je le rappelle peut-être, cet exotisme qui consiste à dire que la pensée des Chinois serait si différente que la nôtre, pour raccourcir un peu. Et d'ailleurs, toute une petite controverse autour de votre livre contre François Julien, où vous évoquez notamment cette question-là, qui est un autre sinologue. Une controverse pas si petite que ça. Pas si petite que cela, mais que nous avions d'ailleurs évoqué et qui est passionnante. Et pour dire, finalement, il y a des ponts, il y a des parentés, il y a dans les esprits qui sont tout à fait intéressants. Il faut choisir. Ce que je reproche à Julien, c'est de partir de l'a priori que que la Chine est un autre monde, et puis ensuite de choisir les termes de ces comparaisons de façon à prouver son point de vue. Or, quand on choisit autre chose, quand on choisit autrement, comme je l'ai fait justement avec Lichtenberg et Zhuangzi, on assiste à des rencontres, on assiste même à des vues qui sont qui coïncident complètement, à des observations qui coïncident complètement. Vous avez raison. Mais pour ça, il faut être lecteur des deux. Il fallait que vous ayez ça comme livre de chevet pour, à un moment donné, faire des rapprochements avec Zhuang Tse que vous traduisiez. Oui. Puis il y a une coïncidence amusante, c'est que je publie en même temps ces 3 essais sur la traduction, qui traitent donc de traduction du chinois ancien ou du chinois classique en français, ce qui pose évidemment des problèmes particuliers. Épineux. Mais qui sont particulièrement intéressants, je crois, parce que ils permettent de réfléchir sur l'art de la traduction en considérant un cas particulièrement difficile et qui, par conséquent, incitent à une attention peut-être plus poussée que dans d'autres cas au problème de la traduction. Oui, ça nous pousse vers la traduction en général et les problèmes du traducteur en général. Voilà, sur un cas difficile, mais sur un cas particulièrement intéressant. Parce qu'il y a aussi le traducteur Jean-François Billetter qui a traduit Lichtenberg de l'allemand au français. Voilà, et alors c'est une amusante coïncidence que je publie en même temps ces 3 essais sur la traduction et puis une traduction. Et je dois dire qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'en lisant ce Lichtenberg, ils m'ont dit mais on a l'impression qu'il écrivait en français. Et ça me fait plaisir. Ça vous plaît. Il faut dire que cette écriture, qui est aussi celle d'un écrivain, c'est peut-être pour ça qu'on en parle dans Entre les lignes, c'est un écrivain, c'est les notes d'un écrivain. On sait que les notes, le style des notes a été, je dirais qu'il y a une certaine aura maintenant dans la littérature poétique ou très littéraire, disons, francophone. On pense à Jacques Côté ou d'autres gens qui ont écrit des notes. L'art de la note en général, ou de Perros, ou d'autres gens comme ça. Mais on pense plutôt à Valéry quand on parle de Lichtenberg, à des pensées sur la pensée. Oui, mais je cite Valéry, puis je cite aussi le Zibaldone de Leopardi, qui me paraissent les 2 équivalents connus de ces cahiers de Lichtenberg. Les cahiers de Lichtenberg, ça fait quand même 1600 pages. C'est très considérable. Et puis il y a du meilleur et du moins bon, évidemment, parce qu'il notait au hasard des jours, au hasard de ses réflexions, pour lui-même. On va dire un petit peu qui est quand même Lichtenberg. Jean-François Billetter, il est né en 1742, mort en 1799. Il est né à Darmstadt et il est devenu professeur à l'université de Göttingen en mathématiques. Et philosophie. Oui, en fait, il enseignait toutes les sciences de la nature, mathématiques, astronomie. C'était l'époque où on pouvait enseigner autant la botanique que la philosophie. Oui. Il était très fort en astronomie, et c'est d'ailleurs par ses connaissances astronomiques qu'il a beaucoup impressionné le roi Georges III d'Angleterre, auquel il a rendu visite. Et Georges III était tellement impressionné, il était lui-même amateur féru d'astronomie, et du coup il a invité Lichtenberg chez lui. Lichtenberg a partagé la vie familiale de Georges III. Les gens étaient fascinés par les descriptions astronomiques aussi de Lichtenberg dans ses cours. Oui, puis c'était un grand expérimentateur. Inventeur même. Inventeur. Il n'a pas fait de grande invention qui ait laissé un nom dans l'histoire des sciences en général, mais je dirais qu'il était un inventeur de nature. D'ailleurs, ça se voit aussi dans ses notes, sur le plan intellectuel. Tout à fait, oui. Un explorateur de la pensée, en l'occurrence. Et puis, il a une imagination scientifique qui est tout à fait remarquable. Je vous lis un passage à ce propos, si je le retrouve tout de suite. 134, attendez, ça tient en 2 lignes, mais ça montre bien l'esprit du bonhomme. Il dit à un moment donné, ne se pourrait-il pas que nos chimistes trouvent un jour un moyen de décomposer l'air par une sorte de ferment, le monde pourrait périr ainsi. C'est tout à fait caractéristique de sa manière. C'est-à-dire qu'il a un génie des hypothèses intéressantes et des observations, je dirais, hors normes, mais qu'il rend pertinente ensuite par son intelligence
qui est tout à fait remarquable. Je voudrais donner en réponse ou en complément la première note que vous prenez dans le livre, qui n'est pas la première note des cahiers, puisque vous en choisissez, c'est la 50e du cahier A. J'ai observé de façon précise qu'à l'occasion, quand j'avais bu beaucoup de café et que je sursautais pour un rien, je sursautais avant d'entendre le bruit, comme si nous entendions avec d'autres outils que les oreilles. Voilà, c'est tout à fait caractéristique aussi. Alors il y a, je sais pas comment on pourrait définir ce ton qui est assez particulier, qui est à la fois lucide, prime-sautier, c'est peut-être un terme qu'on pourrait utiliser, qui est utilisé à propos de ces, avec un certain humour évidemment, et dans l'observation autant que dans la pensée, enfin dans l'observation de la vie de tous les jours, des choses qui lui arrivent, qu'il observe autour de lui, et puis aussi des pensées tout d'un coup qu'il explore aussi à travers un rêve, à travers une correspondance, à travers un événement quelconque. Oui. Et puis, ce que je trouve extraordinairement, je suis très frappé par la diversité des registres, parce qu'il parle de lui-même de façon très, très, très touchante souvent. Il parle de ce qui se passe autour de lui. Par exemple, un soir hors de ville, parce qu'il avait une maisonnette hors de Göttingen, et puis un soir, il se met à écouter et il note tous les bruits qu'il entend. C'est une liste extrêmement intéressante, d'ailleurs, qui vous replonge dans l'époque. Mais il avait le projet de se peindre, comme Jean-Jacques Rousseau, qui était l'un de ses modèles. Et alors, lorsqu'il parle de lui-même, souvent, il est extraordinairement touchant, attachant. Il est touchant et il y va pas, je dirais, par quatre chemins. Il y a la note 80 du cahier B où il décrit le caractère d'une personne de ma connaissance qui fait évidemment tout de suite sourire dès qu'on lit et qu'on se rapporte à la couverture de votre livre, Jean-François Billetter, où l'on voit un personnage 18e, mais qui a l'air plutôt d'un petit homme avec une grande tête, des jambes toutes fines et une bosse dans le dos. Et voilà ce qu'il dit dans cette note, donc à propos d'une personne de ma connaissance, je le répète. Son corps était ainsi fait que même un mauvais dessinateur dessinant dans le noir le réussirait mieux et que s'il avait le pouvoir de le modifier, il en atténuerait le relief en plusieurs endroits. Bien que sa santé ne soit pas des meilleures, cet homme en a toujours été à peu près satisfait. Il procède à un haut degré le don de faire bon usage des jours où il se sent bien. Il peut alors compter sur son imagination, qui est sa plus fidèle compagne. Voilà, en deux mots, c'est un portrait, un autoportrait assez amusant déjà de la façon dont il est présenté et qui est assez conscient, lucide. Oui. Et puis le texte est beaucoup plus long que si vous n'avez lu que le début. Et il y a une espèce de justesse et de sagesse très 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 émouvante au fond dans ce passage et dans bien d'autres. Il parle de sa mélancolie également dans ce passage. Il parle du peu d'amis qu'il a, de vrais amis qu'il a. Début d'une réflexion peut-être sur l'amitié. Et puis sur la lecture, l'écriture qui lui sont les nourritures aussi importantes que le fait de manger, tout simplement. Oui. C'est pour ça que, par exemple, on devine très bien ce que différents lecteurs connus ont trouvé chez lui. Vous parliez de Wittgenstein, on voit très bien ce que Wittgenstein a trouvé chez lui. Freud aussi, par exemple, à propos de... J'ai sous les yeux un autre passage. Je me suis souvent abandonné des heures durant à toutes sortes de fantaisies quand on me croyait fort occupé. Je sentais bien l'inconvénient de cette habitude quant au temps perdu, mais sans cette cure de fantaisie, soulignée, dont je faisais habituellement grand usage à la saison habituelle des cures thermales, je n'aurais pas atteint l'âge que j'ai maintenant, 53 ans et 1 mois et demi. Donc cette façon de se ressourcer, c'est-à-dire au fond de se laisser aller, de s'abandonner à la mélancolie pour se régénérer, c'est tout à fait le personnage. Et surtout ce qui est particulier chez lui, c'est l'art et la simplicité avec laquelle il fait état de ces choses. On parlait tout à l'heure la façon dont vous tiriez un trait enfin vous reliez, disons, Chuang Tzu et Lichtenberg. C'est assez marrant parce qu'à un moment donné il y a une allusion au chinois qui est un petit peu décalée, mais je voulais la lire juste pour faire ce pont-là. Qu'il soit remercié ces hommes qui de temps à autre secouent quand toute la lie se dépose, car notre monde est trop jeune pour cela. Il est trop tôt pour que nous devenions des Chinois. Si les nations étaient tout à fait séparées les unes des autres, elles auraient peut-être
toutes atteint, bien qu'à des degrés divers de perfection, l'immobilité finale des Chinois. C'est ça. Et puis là, en allemand, c'était bevor wir uns zu Chinesen abgeschliffen haben. Et puis c'était trop difficile à rendre, donc j'ai simplifié. Mais enfin, l'idée, c'était avant que nous soyons polis comme les Chinois, à force de nous polir les uns des autres comme les galets dans le fond d'une rivière. Ah oui, c'est encore autre chose. Il a des belles images. Oui. Alors, il faut dire que Lichtenberg est un homme des Lumières. Ce n'est pas un romantique comme certains l'ont peut-être un peu trop vite dit. Ce n'est pas non plus un auteur d'aphorismes. Enfin, ça, c'est les quelques images d'Épinal que vous cassez un peu. Et c'est un personnage qui est curieux de tout. Dans ce sens-là, vraiment homme des Lumières. Ah oui. On l'a dit, il enseigne différentes matières, mais aussi il est curieux de tout. Il regarde partout. Il dit même que c'est peut-être pas forcément un bien dans le sens qu'il s'éparpille, mais c'est sa vie. Il peut pas s'empêcher d'aller s'intéresser absolument à tout et d'explorer un peu partout toutes les matières de la vie. Oui, j'ai retracé un peu l'histoire de la façon dont il a été introduit en France et quelques malentendus qui sont liés à son nom et dont il faut se débarrasser. Alors, l'un de ces malentendus, c'est de dire qu'il a été un romantique, ça vient de Béguin, qu'il a été un auteur d'aphorismes, ça a été introduit, disons que cette erreur de jugement a été commise en Allemagne, mais ensuite reprise par Marthe Robert et par Charles Leblanc, les premiers traducteurs, que je trouve insatisfaisants. Charles Leblanc, c'était chez Corti. Voilà, c'est un gros livre chez Corti, qui a du mérite, mais enfin, à mon avis, il n'est pas bon. Et Lichtenberg est quand même connu, dans certains milieux, on connaît son nom. Alors on va à la traduction de Marthe Robert, puis à celle de Charles Leblanc, puis on est déçu. Alors j'espère beaucoup que ce petit livre pourra un petit peu corriger cette situation-là et montrer, non pas Lichtenberg dans toute son extension et sa richesse, mais au moins dans sa qualité. Ça, c'est aussi peut-être la vertu de ces petits livres chez Alia, c'est qu'il vous donne une contrainte, comme vous me le disiez avant l'émission, qui oblige finalement à condenser et à choisir, et peut-être aussi à rendre plus accessible dans une certaine mesure. Voilà, mais là, il a fallu que j'insiste auprès de l'éditeur, parce que ce texte dépassait un peu. Dépassait un petit peu le format de cette petite collection, mais j'ai dit que je tenais beaucoup à ce que ce soit publié dans ce format-là, et pas dans un format plus grand. 170 pages en l'occurrence, pour justement le donner plus accessible et pour pas rebuter le lecteur éventuel face à un gros pavé. Non, puis ce format a du charme et convient parfaitement à ce genre de traduction. Revenons peut-être au style de Lichtenberg, à ses notes. Vous les comparez donc à la fois au cahier de Valéry et au Zibaldone de Leopardi. Ce sont de grandes références sur l'histoire finalement de l'auto-observation de la pensée, ce faisant. Oui. Et pas que de la pensée, d'observation. Enfin, on a là trois grands textes, mais enfin, qui ne sont pas des textes, qui sont des recueils de notes prises par des esprits d'un grand intérêt au fil des jours. C'est-à-dire, au fond, ils réfléchissent la plume à la main. Et quand nous les lisons, nous pouvons réfléchir avec eux, dans la durée. Et donc, voir le mûrissement des thèmes, le déplacement des intérêts. Et je trouve juste d'associer les Soudelbücher de Lichtenberg au cahier de Valéry et aux Zibaldone de Leopardi, avec des différences bien sûr, notamment que très souvent Paul Valéry ne va pas au bout de la rédaction. Ce sont des mots que lui comprend. Parfois des petits schémas aussi. Des petits schémas, voilà. Parfois c'est plus rédigé. Tandis que Lichtenberg, il a l'art de donner une forme accomplie tout de suite à ses pensées. Ça, c'est l'art aussi de la graphie, de l'écriture, dans le sens de dessiner aussi des lettres, et comment la pensée vient dans cette écriture. Je pense, là, je tire encore un trait avec l'écriture des idéogrammes, mais l'art de justement d'écrire pour soi, mais aussi dans l'écriture, finalement, vient des choses qui, quand on s'y attarde, ne viendraient peut-être pas autrement. D'ailleurs, il y a de très intéressantes réflexions là-dessus, dans le choix que j'ai fait, où il dit rien de tel que l'écriture pour découvrir peu à peu le système qu'on porte en soi. Et des réflexions comme ça, il y en a pas mal. Et c'est pour ça que j'avance l'idée dans la petite introduction qu'il y a dans ce petit volume, en filigrane, un discours de la méthode. Parce qu'il donne de très bons conseils. C'est-à-dire qu'il dit il faut commencer par noter. Parce que simplement réfléchir en l'air ne mène pas loin, tandis que du moment que vous commencez à noter, vous commencez à progresser.
Et il y a là une série de conseils qui vraiment, à mon avis, s'adressent à tout le monde et sont une merveilleuse école de la pratique de la pensée, je dirais. Voilà ce qu'il dit aussi à propos de l'écriture. Dans une œuvre, surtout dans une œuvre écrite, on ne doit voir aucune trace de la peine qu'elle a coûté. Un auteur qui veut encore être lu par la postérité ne doit pas craindre de jeter dans les recoins d'un chapitre des idées d'ouvrages entiers, des arguments polémiques comme s'il en avait des milliers achetés par la fenêtre. Oui. Ça, c'est la concision qui prend parfois 2 lignes, qui prend parfois 2 pages, mais tout de même qui se permet finalement d'avancer des idées passionnantes, intéressantes et de ne pas les exploiter sous la forme d'un livre entier. Tout à fait. Et comme il les note pour son propre usage, jamais il n'ajoute de phrases inutiles. Mais il va quand même au bout de sa pensée. Et c'est ça qui fait le prix, à mon avis, de Cécile de Bucher, et ça qui a fait le prix de Cécile de Bucher aux yeux des lecteurs allemands. Et d'un Wittgenstein qui appréciait beaucoup cette façon de procéder, j'imagine, évidemment. Oui, tout à fait. D'ailleurs, à la fin, j'ai un petit post-scriptum sur la relation entre Lichtenberg et Wittgenstein, et je dis qu'il y a d'abord des réflexions sur le langage chez Lichtenberg qui sont tout à fait en accord avec celles de Wittgenstein. Ça, c'est étonnant. Il y a aussi, moi je pense que la façon d'écrire de Wittgenstein, c'est-à-dire la présentation de sa pensée sous forme discontinue, il pourrait l'avoir trouvé dans les sous de Bucher. Ça, je n'en ai pas la preuve, mais ça ne m'étonnerait pas. Oui. Et puis l'idée d'expériences intellectuelles, de Gedankenexperimente, comme dit Wittgenstein, se trouve en toutes lettres chez Lichtenberg. Oui, puis on peut aussi imaginer la parenté ou l'intérêt qu'aurait pu avoir Nietzsche, par exemple, dans ce genre d'écriture. Alors, certains de ses livres. Oui et non. Mais qui procèdent pas de la même manière, non, évidemment. Parce que Nietzsche écrit quand même d'une façon un peu pompeuse. Enfin, il y a une rhétorique chez lui que moi je n'aime pas beaucoup. Et Nietzsche, dès qu'il écrit, il écrit pour un public. Il prévoit déjà la façon dont il sera entendu, ce qui n'est pas du tout le cas de Lichtenberg. Je vais peut-être lire 2 autres passages de ce Lichtenberg que nous évoquons avec vous, Jean-François Billetter, dans Entre les lignes, publié chez Alia. À propos toujours de l'écriture de ses cahiers, en fait, il nous décrit aussi un petit peu ce qu'il fait de temps en temps. Il nous explique ce qu'il fait et un petit peu, quelle est sa méthode justement, comme vous le disiez auparavant. Alors par exemple, à propos de méthode, le mot apparaît. La méthode du cahier fourre-tout a recommandé. Notez chaque tournure, chaque expression. On fait fortune en accumulant des vérités d'un sou. Voilà. C'est assez. Voilà. Et je dirais. Je ne veux pas introduire abusivement ma propre personne dans cet entretien, mais tout de même... Allez-y, vous êtes là. J'ai pris il y a longtemps l'habitude de noter exactement comme le fait Lichtenberg, et je me suis aperçu que il y a d'abord des choses infimes qui restent disponibles pour un usage ultérieur, et que peu à peu, il y a des sortes de dessins qui se dégagent, des thèmes qui apparaissent, qui prennent forme avec le temps, et que lorsque j'ai décidé de traiter un sujet, je n'avais qu'à revenir à ce qui avait déjà mûri, en fait. Vous voyez le processus en l'écrivant peu à peu. Oui. Et alors le tout, c'est qu'il faut commencer. Du moment qu'on commence à noter, il y a quelque chose qui s'enclenche et qui se développe. Vous avez commencé quand ? 30 ou 40 ans. Donc vous devez avoir oui. J'imagine c'est dans des cahiers. Oui, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et je vois très bien quel changement ça a introduit dans ma vie lorsque j'ai commencé à noter. Et je me souviens très bien qu'au début j'étais très embarrassé. Je me dis noter quoi. J'avais le désir au fond de faire cela, mais aucune expérience. Et donc au tout début, je ne savais au fond pas très bien que noter. Mais le sentiment qu'il fallait tenter la chose a prévalu. Ce qu'il faut dire, c'est peut-être une évidence, mais peut-être pas pour tout le monde. Oui. Ces notes, ce n'est pas un journal. Non. C'est plutôt saisir une observation, c'est plutôt saisir quelque chose qui passe dans la pensée et l'inscrire. Voilà. C'est ça. Et puis c'est très souvent aussi des réflexions sur ce qu'on lit ou sur ce qu'on a vu. Souvent d'ailleurs c'est très drôle. Hein. Il y a des observations qui sont extrêmement drôles. Et c'est un livre donc en un sens impossible à résumer à cause de la diversité des choses qu'il aborde. Je reviens à vous, Jean-François Billetter. Vous en ferez quelque chose de vos notes ? Non. Ah mais si, j'en fais quelque chose parce que... Non, au niveau de la publication. Ah non.
Vous en faites quelque chose comme un outil aussi, un matériau qui retrace votre pensée, sur lequel vous pouvez revenir. Non, parce que très souvent il y a des choses qui sont caduques, ou bien qui ont été introduites dans des travaux publiés. Oui. Et la forme que ces idées trouvent ensuite dans les travaux publiés rend caduques les voies d'accès, si je puis dire. Et l'importance, on y revient, de la graphie aussi, de noter, de prendre un stylo, le plaisir de... Ah oui. Vous écrivez, vous avez plus de mal avec l'ordinateur ou c'est un complément nécessaire? Il me semble je parle pour moi, que je ne peux penser qu'en écrivant à la main. Mais ça, c'est peut-être une question de génération. Je n'en fais pas une règle, je ne sais pas. Il y a tout un débat là-dessus, de toute façon, qui est loin d'être fini. Sur le changement de pensée, effectivement, d'écrire avec un clavier, qui n'est pas du tout du même ordre que la graphie directe avec un stylo, un crayon, ou n'importe quoi d'autre. Moi, je trouve que c'est plus facile, quand on écrit à la main, de biffer, de corriger, de refaire la phrase. Et puis il y a le dessin. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du dessin. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi la lenteur, parce que parfois le temps qu'il faut pour écrire une phrase fait qu'avant d'arriver au bout, on l'a déjà modifié. Et comme sur un clavier, je tape vite, je ne trouve pas ce ralentissement nécessaire. Il parle du temps aussi. Alors je ne trouve pas tout de suite la note, je ne le sors pas de mon chapeau immédiatement. Mais il y a des moments, évidemment, où il s'intéresse au temps et à la lenteur. Je crois que c'est quelque chose qui peut l'intéresser aussi. Oui. Mais voilà. Par contre, je vais vous lire une autre note qui évoque finalement la construction de ces notes, de quelle manière il procède. Oui. C'est la note 207 du cahier G, puisque vous l'avez compris, les cahiers sont intitulés par des lettres et certains ont disparu, certains nous sont restés, heureusement. Oui. La transmission des cahiers est une histoire compliquée. C'est toute une aventure, c'est presque un roman écrit. Oui. Alors voilà cette note. En portant une exacte attention à ce que l'on pense et ressent, et en l'exprimant en des termes aussi individualisants que possible, par des mots choisis avec soin, que l'on note sur le champ, on peut obtenir en peu de temps une réserve de remarques qui peut être utile à beaucoup d'égards. Nous apprenons qui nous sommes, nous donnons de la solidité et de la cohérence au système de nos idées. Les propos que nous tenons dans la société en reçoivent une certaine physionomie, comme les visages, ce qui est une recommandation auprès du connaisseur et ce dont l'absence fait un méchant effet. On acquiert un trésor dans lequel on peut puiser lors de travaux futurs, on forme en même temps un style et l'on développe le sens interne et l'attention à tout. Tous les riches n'ont pas fait fortune par accident, beaucoup le sont devenus par esprit d'économie. De même, l'attention, l'économie des pensées et l'exercice peuvent-ils compenser le manque de génie? Oui. Est-ce qu'il manquait de génie? Il était modeste. Il n'était pas prétentieux. Ça, c'est une chose qu'on peut dire oui. avec certitude. Et c'est l'un des traits qui le rendent sympathique. Quelle place il avait l'impression d'avoir parmi ses contemporains des Lumières? Il était très connu. Alors, ça, n'est-ce pas, le personnage est extraordinairement intéressant du point de vue historique. Il était extrêmement connu. Il faisait partie de toutes les académies et sociétés savantes de l'Europe. Et il attirait du monde à Göttingen. Il était un personnage en vue à qui l'on rendait visite, qui était en correspondance avec beaucoup de ses contemporains, par exemple avec Kant. Il y a une correspondance incroyable. Oui. Enfin, la correspondance publiée fait plus de 3000 lettres et c'est une matière prodigieusement riche qui n'a pas été exploitée. En allemand, il y a une petite biographie de lui qui est qu'on ne trouve plus en librairie en ce moment, qui était très bonne, mais d'une centaine de pages. Mais il y a là les sous de Lbucher et la correspondance fournissent la matière d'une biographie passionnante qui n'est pas faite. Oui. Qui reste à faire. Donc. Qui reste à faire, oui. Qui ne vous tente pas, non? Oh non, au ciel, non. Pas. Non, mais ça me prendrait la moitié ça me prendrait 10 ou 20 ans, et puis ça n'est pas ma vocation. Oui. Ma vocation se limite à ce petit livre. Qui est déjà pas mal. Oui. Je recite encore une fois Lichtenberg, je ne résiste pas, ce genre de petites phrases aussi qui montrent bien son humour, parce que ce livre, évidemment, est ponctué de petits textes de rythme et de longueurs différentes, mais il y en a des très courts qui se lisent avec un grand plaisir. Par exemple, le monde ne doit pas encore être très vieux, puisque les hommes ne savent pas encore voler. Oui.
Ça ouvre tout de suite une brèche là, comme ça. À ce propos, il a fait d'innombrables expériences sur les Luftarten, comme il disait, c'est-à-dire sur les gaz. Il remplissait de différents gaz des vessies de cochon qui explosaient. Dans tout Göttingen, on entendait des explosions. On disait, c'est le professeur Lichtenberg qui est à ces expériences. Et il avait trouvé le principe de la montgolfière. Et il a été un peu dépité que les frères Montgolfier le précèdent et deviennent les inventeurs de la montgolfière. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son idée parce qu'il en avait tellement qu'il... Et à ce propos, il se plaint, il dit en France, il y a des gens riches qui ont des moyens de faire des expériences en grand, il y a parfois des mécènes, il y a des aristocrates qui s'intéressent aux sciences, et moi, à Göttingen, je ne suis soutenu par absolument personne. Et d'ailleurs, il habite chez quelqu'un. Il habite chez quelqu'un, chez son éditeur, et pour payer son loyer, il est obligé d'écrire d'innombrables textes pour un almanach que cet éditeur Dietrich publiait. Il n'a jamais vécu sur un grand pied. D'ailleurs, il était petit. En plus, il était petit. C'est un jeu de mots. Oui. Quelles étaient ses amitiés, sinon contemporaines? Il échange avec. Vous dites qu'il a une très nombreuse correspondance. Oui. Il échange avec Goethe, c'est ça, par exemple? Alors oui, il a reçu la visite de Goethe. Goethe voulait le gagner à sa théorie des couleurs. Et Lichtenberg a bien réfléchi et a finalement pris parti pour la théorie des couleurs de Newton. Goethe en a conçu un grand dépit. Ce qui veut dire que l'appui de Lichtenberg dans cette affaire comptait ou aurait compté pour Goethe. Ouais. Et ça c'est tout à fait... Il avait de l'estime, donc... oui, non, il était très très connu. Il était très connu. Et alors, il faut dire aussi que dans les cahiers dont nous parlons, il y a bien la moitié des notes qui concernent ses activités scientifiques. C'est l'un des problèmes d'ailleurs. Si l'on voulait traduire plus ou complètement les cahiers, il y aurait cette masse de notations qui sont d'un chimiste ou d'un mathématicien. Et que vous avez plutôt écarté. Ah non, oui, je le dis d'ailleurs. C'est un choix délibéré pour faire accéder à, disons... Oui, non, puis ça intéresse moins. C'est très intéressant, je dirais, du point de vue de l'histoire des sciences. Mais pour le lecteur auquel ce petit livre s'adresse, c'était moins intéressant. Mais il y a quand même une série de choses, comme le ferment qui pourrait dissoudre l'air que j'ai cité tout à l'heure. Eh bien, dans cette veine-là, il y a quand même des choses que j'ai retenues pour montrer quand même qu'il était un savant. Oui. Avant tout. Et qu'il est très inventif, très imaginatif. Très imaginatif, oui. Et ça, c'est aussi peut-être sa particularité. C'est-à-dire qu'autant dans ses observations scientifiques, mais finalement aussi dans ses observations des hommes, il est très imaginatif, ce qui lui permet parfois d'accéder à la vérité ou d'avoir beaucoup de lucidité. Oui. Mais alors, j'aimerais de nouveau, pour apporter une touche contraire au tableau, rappeler quand il parle de lui-même, il est très touchant. Il est extrêmement touchant et profond. Je vous lis un petit passage. À un moment donné, il dit « Si seulement le seuil était déjà franchi, mon Dieu, que j'aspire à l'instant où le temps cessera pour moi d'être le temps, dans le sein du tout ou du rien maternel, là où je dormais quand le Heinberg s'est formé, c'est une colline près de Göttingen, quand Épicure, César, Lucrèce vivaient et écrivaient, et quand Spinoza conçut la plus grande idée qui soit jamais venue dans l'esprit d'un homme. » Voilà, ça c'est tout à fait lui. Autre note autographique, si on peut dire, où il fait son portrait, c'est sur l'hypocondrie. Ah oui. Il était hypocondriaque. Oui. Il était malade aussi. Il avait une très faible santé. Il avait des raisons de l'être, disons. Ah oui. Mais donc il a une certaine lucidité par rapport à cette hypocondrie. C'est qu'il a une fin de vie relativement triste parce que il a souffert de toutes sortes de maux et il est devenu sombre, mélancolique, hypocondriaque si on veut, mais toujours lucide et toujours précis dans la description de ses maux, de ses états d'esprit. Exemple avec l'hypocondrie, de notes. J'ai étudié l'hypocondrie, je m'y suis véritablement plongé. Note suivante. Mon hypocondrie est au fond la faculté d'extraire de chaque circonstance de la vie, quel que soit le nom qu'on lui donne, la plus grande quantité possible de poison pour mon usage personnel. Voilà. Qu'est-ce à dire? C'est quoi ce poison?
c'est quelque chose qui serait de l'ordre aussi justement de la mélancolie, de la bile noire qui nourrit, qui inspire finalement. Oui, et puis le doute sur soi-même, et que sais-je encore. Alors en ceci, vous disiez, ça n'est pas un romantique, c'est un homme des Lumières, mais sur ce point-là particulier, il l'accroche quand même un peu sur le romantisme. Tout à fait. La raison pour laquelle Béguin l'a rangé parmi les romantiques, c'est son intérêt pour le rêve. Oui. Et alors là, effectivement, il annonce le romantisme. Et ses propos sur le rêve et le rapport du rêve et du sommeil et de la veille, là, il dit des choses tout à fait passionnantes. Je dirais qu'il reste d'un grand intérêt, qui reste une grande nouveauté aujourd'hui, je dirais. Il y a plusieurs récits de rêve d'ailleurs. Oui. Alors que c'est peut-être aussi ça qui a intéressé Freud, je ne sais pas. Oui, certainement. Il n'est pas le seul à écrire ses rêves, mais il a peut-être une façon de le faire un peu particulière. Oui, parce que même là, il est précis. Oui. On peut en lire un, vous voulez le lire c'est dans le cahier L, voilà, c'est donc plutôt vers la fin de ces cahiers. Non, c'est pas seulement vers la fin, c'est la le fin. Dernier texte, peu avant sa mort. Oui. Oui. Et c'est assez troublant, puisque, enfin on va le lire, on verra pourquoi. Alors, dans la nuit du 9 au 10 février 99, j'ai rêvé, donc l'année de sa mort, j'ai rêvé que j'étais en voyage, et que je dînais dans une auberge, ou plutôt dans la rue, dans une boutique, où l'on jouait au dé. J'avais en face de moi un homme jeune, bien vêtu, qui avait l'air un peu évaporé, et qui mangeait sa soupe sans prêter attention aux gens assis et debout près de lui. Il lançait en l'air chaque 2e ou 3e cuillerée, la rattrapait dans sa cuillère, puis l'avalait tranquillement. Ce qui m'intrigue particulièrement dans ce rêve, et que, voyant cela, je me suis fait la remarque banale que de telles choses ne s'inventent pas, et qu'il faut les voir, c'est-à-dire qu'aucun romancier n'en aurait l'idée, alors que je venais d'inventer cela à l'instant. Près du jeu de dés était assise une femme haute et maigre qui tricotait. Je lui demandai ce qu'on pouvait gagner à ce jeu. « Rien », me dit-elle. Je lui demandai si l'on pouvait perdre quelque chose. « Non », me répondit-elle. Ce jeu me parut important. On a l'impression que c'est le jeu de la vie et de la mort. On pourrait presque penser au 7e saut de Bergman, le dialogue du chevalier avec la mort, quelque chose de ce genre-là, où il y a une rencontre qui est troublante, puisque quelques jours plus tard, effectivement, il meurt. Et c'est ça rend aussi le personnage touchant. Il a un autre, à propos du rêve, du rapport entre rêve et veille, sur la façon dont se fait le passage, il a des choses vraiment très très intéressantes. Et il s'interroge, il se dit, notre digestion par exemple est continue. Pourquoi est-ce que nous devons dormir ? Quelles sont les facultés qui ont besoin de se reposer ? Alors qu'on pourrait imaginer que la pensée continue exactement comme la digestion ou les battements du cœur. Alors là, il y a un long texte que j'ai traduit où il fait une hypothèse scientifique qui est d'un extrême intérêt. C'est un texte trop long pour être cité maintenant, mais qui est caractéristique. Le mieux, c'est de... Oui. Et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir l'avis d'un spécialiste du sommeil aujourd'hui, et de lui demander ce qu'il pense de l'hypothèse de Lichtenberg. Ce qu'elle vaut. Alors on va le confier dans des mains averties pour avoir des réponses. Et puis vous qui nous écoutez, le mieux c'est pour en savoir un peu plus, c'est de lire Lichtenberg dans ce livre de Jean-François Billetter, Lichtenberg tout simplement, publié chez Alia. Ça se lit avec un grand plaisir, on y revient, on peut ouvrir un petit peu au hasard et trouver aussi des choses qui vont nous étonner, qui vont nous nourrir. Ça c'est aussi l'intérêt de ce genre de petits livres, de pouvoir ouvrir à n'importe quelle note et de se plonger dans la pensée, et puis aussi dans la continuité. C'est aussi intéressant pour voir de quelle manière les choses reviennent ou dialoguent entre elles. On va faire une petite pause et puis on va parler de traduction avec vous, Jean-François Billetter. Une petite pause musicale avec un contemporain plutôt vers la fin de sa vie, mais de Lichtenberg, c'est Handel.
vous aurez compris que l'interprète de cette pièce de Handel, une sarabande, est un improvisateur, Enrico Pieranunzi, improvisateur à partir de cette sarabande, et finalement qui allait bien dans la continuité de nos propos, surtout que Handel, comme je l'ai dit tout à l'heure, était un contemporain, tardif certes, c'est-à-dire qu'il est mort en 1759, quand Lichtenberg avait 17 ans à peu près. Un contemporain évidemment né en Allemagne et ensuite qui est parti trouver la gloire, notamment en Angleterre, où Lichtenberg est allé aussi. Oui, ce sont deux habitués de l'Angleterre. Jean-François Bieter, on vous retrouve donc dans Entre les lignes sur Espace 2 pour évoquer, après ce petit livre paru chez Alia, Lichtenberg, 3 essais sur la traduction. Alors en même temps, ça n'est pas un décrochage total, puisque d'abord vous posez la question de la traduction du chinois en français, mais on l'a dit au début de cette émission, c'est une réflexion sur la traduction en général, les problèmes, les embûches qu'elle pose, les réflexions, les approfondissements qu'elle demande. C'est vrai qu'à partir du chinois, il y a beaucoup de questions importantes qui peuvent se poser, parce que quand on accède à la poésie chinoise notamment, on se demande parfois quelle a bien pu être l'original et quelle a pu être la pensée originale quand on sait un tout petit peu ce qu'on a devant les yeux au début, des caractères, des idéogrammes, et que le traduire est une chose qui me paraît presque impossible. Oui, je commence même par affirmer que c'est impossible. Oui. Mais il faut que j'ajoute que je dis cela lorsqu'il s'agit de la poésie chinoise classique sous sa forme la plus aboutie, la plus parfaite, celle de l'époque des Tang. Donc 7, 8, 9e siècle, c'est à ce moment-là que la poésie chinoise a donné ses plus beaux fruits. Et alors quand on s'intéresse à cette poésie-là et qu'on tente de la rendre accessible ici par une simple traduction, on échoue nécessairement. C'est ça mon idée. Et j'essaye de faire la démonstration, enfin de donner le pourquoi, mais ensuite aussi de ménager néanmoins un accès, non pas simplement par une traduction qu'on livre comme ça directement sans commentaire, mais au contraire par un commentaire qui crée une voie d'accès. Donc pas un commentaire pédant, mais un commentaire qui parle de l'effet que produit le poème. Et vous commencez dans le premier essai Poésie chinoise et réalité. Il y en a 2 autres qui ont déjà été publiés. Ils ont tous été publiés, mais deux autres étaient accessibles déjà dans un petit livre de ce genre-là. Oui. Dans le premier, Poésie chinoise et réalité, vous nous montrez bien dans ces poèmes des Tang et dans la forme brève aussi, qu'elle implique le lien entre la réalité, le réel, disons, et puis ce qu'on essaie de tirer de cela, disons, les réflexions qu'on essaie de tirer de cela. On n'est pas très loin de Lichtenberg dans un certain sens, puisque son travail de tirer des observations et des réflexions sur la réalité est peut-être plus important que d'écrire seulement la réalité. Et quelle est la difficulté si on s'abstrait de tout cela et de cette démarche de traduire ensuite? Oui. Un détail, vous parlez de la forme nécessairement courte de cette poésie. Non, il y a des formes longues, mais je choisis moi des exemples courts. Et alors l'idée... Ils sont plus parlants peut-être. L'idée que je soumets au lecteur est la suivante, c'est que dans la plupart des cas, cette grande poésie est l'expression, enfin un poème, un quatrain par exemple, est l'expression d'un moment vécu. Et que par les moyens de la langue poétique, le poète parvient à transmuer au fond l'émotion du moment vécu en un poème, de telle façon à ce que par le poème on retrouve le moment vécu. D'où ce paradoxe que, je dis que le moment vécu devient un souvenir, mais un souvenir conservable. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous pouvons, en lisant et en comprenant le poème, retrouver un souvenir que nous n'avons pas eu, nous. C'est le souvenir de quelqu'un d'autre. Mais, grâce au poème, prend vie en nous le souvenir de quelqu'un d'autre. Dans une sorte de familiarité. Oui. Il y a un moment vécu, et c'est un moment qui mérite d'être... qui frappe l'esprit et devient souvenir parce que ça a été un moment complexe. Or, l'apparence de ces poèmes suggère quelque chose de simple. En fait, dans la simplicité se cache une grande complexité. Et c'est cette complexité qui fait l'intérêt du moment vécu et ensuite de sa transmutation en poème. L'un des éléments complexes, c'est la notion du temps. C'est-à-dire que même si le texte ou le poème est bref,
la durée, la temporalité peut être beaucoup plus longue. C'est ce que vous dites. Alors là, je soulève un autre problème. C'est que les mots chinois sont invariables, les verbes sont invariables, et n'expriment donc pas les temps. D'où la tentation à laquelle ont cédé beaucoup de traducteurs de tout mettre à l'infinitif et de tout mettre au présent. Et ce que je défends, ce que je soutiens, c'est qu'il y a une très forte articulation temporelle dans le poème, mais qui n'est pas apparente, qu'il faut trouver, qu'il faut penser, et qu'il faut rendre dans la traduction. Puisque nos langues expriment les temps, il faut absolument se servir de ce moyen-là et de nous en servir de la façon la plus forte possible pour rendre ces poèmes. Et alors, de cela, je fais la démonstration sur quelques exemples. Donc on ne va pas lire ici parce que c'est difficile de les intégrer au fil de votre réflexion. C'est vraiment une réflexion continue avec laquelle que vous nourrissez d'exemples. Ce sont quelques idées que j'avance et la démonstration que j'en fais. Effectivement, il est un peu difficile de prendre ça maintenant ici au micro. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est, je dirais, les pistes, les voies que vous donnez pour réfléchir à la traduction, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de prendre un texte et de le traduire évidemment littéralement. C'est difficile d'ailleurs si c'est du chinois, parce que, comme vous dites, les verbes ne sont pas formés de la même manière, les articles non plus. Enfin, il faut recréer quelque chose. On sait, la traduction est aussi une recréation, mais alors là, pour le chinois, c'est plus vrai que jamais. Et ça se base aussi sur les connaissances qu'on a de la vie de l'auteur. Alors, c'est une chose, puisque souvent ces poèmes-là sont des moments vécus, il est intéressant, et les Chinois se sont toujours intéressés au contexte, c'est-à-dire qu'ils ont voulu connaître la vie de l'auteur et savoir exactement en quelle année, dans quelles circonstances le poème a été composé, ce qui en enrichit beaucoup la compréhension. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas de la même façon dans notre poésie. Cet ancrage dans la biographie. Mais à propos d'autre chose, dans le troisième des essais, il y a une idée à laquelle je tiens particulièrement, c'est celle des 5 phases de la traduction. Et la deuxième phase consiste, parce que j'ai beaucoup enseigné, j'ai beaucoup fait faire de traduction, j'en ai beaucoup fait moi-même, j'en ai beaucoup fait faire aux étudiants. Et je leur disais, il faut traduire du chinois en français, et puis ensuite, deuxième opération, du français en français. C'est-à-dire du mauvais français auquel vous avez d'abord abouti à du bon français. Et donc la théorie, c'était 2 phases. Et je me suis aperçu sur le tard, trop tard pour mon enseignement, qu'en fait c'était beaucoup plus compliqué que ça, que ce que je faisais moi-même était beaucoup plus compliqué. Et surtout sur un point, c'est que lorsque on a une première traduction, je dirais, technique, le deuxième pas n'est pas de tout de suite passer au français, mais d'abord de bien se représenter et de bien sentir ce qui est dit. Et là, au fond, c'est l'imagination qui travaille, le souvenir et l'imagination. Et c'est un moment où l'on se sépare de la langue de départ et où on n'est pas encore dans la langue d'arrivée. Et pour les poèmes dont nous parlions tout à l'heure, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut absolument créer en soi le moment du point de vue des sens, de la sensibilité, de l'émotion, et le faire pleinement. Et ensuite, se dire comment vais-je exprimer cela en français. Et au fond, on n'est plus dans la traduction, on est dans l'écriture. Et je pense que qu'il faut se rendre compte de cela pour ensuite bien faire le travail. Vous parlez d'imagination, il faut faire un travail de réinvestissement ou de replonger dans un certain imaginaire. Ou de recréer, parce que je dirais recréer plutôt que replonger, parce que replonger suggère que c'est déjà là. Non, il faut vraiment le créer de toutes pièces. Et à partir de là, ensuite, chercher le moyen d'exprimer la chose en français. Et alors, ce qui me paraît essentiel, c'est l'idée suivante, c'est que à ce moment-là, on est dans l'expression, on est dans l'écriture, on n'est plus simplement dans la traduction. Et c'est ce qu'il faut faire pour réussir la traduction. Vous évoquez à un moment donné Jean-François Bieter dans ce petit livre sur la traduction, le Pierre Ryckmans, autrement dit Simon Leys, qui nous a quittés il y a quelques jours. Vous aviez beaucoup d'échanges avec lui. Je l'ai bien connu. Il s'intéressait aussi à la poésie des Tang, justement. Ah oui, bien sûr, il la connaissait très très bien. Il la connaissait beaucoup mieux que moi. Mais si je me souviens bien, il n'a pas publié de traduction. Il a souvent traduit des poèmes dans certains de ses essais, mais il n'a pas publié de recueil de traduction. Je sais qu'il avait envie, qu'il songeait à le faire. D'ailleurs, il a eu, au cours de sa vie, plusieurs grands, beaux projets qu'il n'a pas réalisés.
Comme Lichtenberg, on pourrait dire. Simon Leys, qui a beaucoup écrit sur la Chine, cela dit, comme dans la lignée, enfin en tout cas sur le maoïsme et sur d'autres choses. Mais je l'évoque parce que c'est vrai que je retombe sur son nom que vous évoquez, Pierre Ryckmans, que on ne sait pas toujours le lien avec Simon Leys. Oui, il a été un très bon traducteur. Je le dis, je cite un exemple intéressant à mon avis. Je salue la perfection de certaines de ses traductions. Et je passe ensuite à une traduction que je trouve critiquable de lui. C'est la traduction des Entretiens de Confucius. Et je prends ça comme exemple d'une défaillance qui vient de ce qu'il n'a pas observé, ma théorie des 5 phases, si vous voulez. C'est qu'à la fin, il faut donner le ton juste à la traduction française. Et à mon avis, justement, il a péché par là. C'est-à-dire qu'il a introduit dans sa traduction des Entretiens de Confucius un ton, je dirais, très littéraire, très pompeux. Ça rappelle le Bossuet, carrément, parfois. Et le ton est tout à fait faux. Et c'est un bon exemple des différents côtés par lesquels une traduction peut pécher. Ce livre, ces questions-là que vous posez, Jean-François Billetter, sont adressées à qui? Aux étudiants, à tout amateur de poésie chinoise, aux amateurs de la traduction en général, enfin à ceux qui se posent des questions? Non, à qui? Parce que les sinologues connaissaient déjà ces 3 textes. J'ai trouvé intéressant de les réunir dans ce petit format pour qu'ils puissent être lus et médités éventuellement par les gens qui s'intéressent à la traduction en général, premièrement. Puis deuxièmement, j'ai pensé que ces gens-là, en lisant ces 3 essais, apprendraient par surcroît quelque chose non seulement sur la poésie chinoise, mais sur la langue chinoise. Donc ça s'adresse vraiment aux non-sinologues, aux gens qui s'intéressent à la traduction, qui sont nombreux. Finalement, ça peut être aussi un ouvrage qui ouvre sur vos autres livres à rebours, que ce soit l'essai sur l'art chinois de l'écriture ou bien vos livres sur Changte. Ça, je n'y ai pas pensé, à vrai dire. Non. J'y pense. Parce que le livre est plus court et il donne peut-être envie d'aller voir comment vous avez développé ces questions-là. Non, il y a une connexion, effectivement, parce que dans la petite préface, j'ai mentionné que dans mes travaux sur Zhuangzi, le philosophe chinois ancien Zhuangzi, je me suis constamment posé des questions sur la traduction que j'étais en train de faire, et souvent j'ai expliqué ce que j'étais en train de faire du point de vue de la traduction. Alors je renvoie à ces passages-là. Alors, je vous renvoie, moi, à tous vos livres qui sont disponibles chez Alia et dans lesquels on peut justement tisser des liens d'un texte à l'autre, y compris entre vos textes et vos livres sur la Chine, ou disons plus largement, et le Lichtenberg qui paraît maintenant, puisqu'il y a des liens, en tout cas, de pensée, de raisonnement, de réflexion qui sont tout à fait intéressants et pertinents. Merci Jean-François Billetter d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. 3 essais sur la traduction, Lichtenberg, les 2 donc sont parus chez Alia. C'est Bar, cette fois-ci, qui est revisité par Enrico Pieranunzi, qui nous aura accompagnés dans cette émission. Demain, Nicole Lebovitz sera reçue par Marlène Métraillé dans Entre les lignes. Merci à Patrick Lenoir pour la régie. Vous écoutez Espace 2, il est midi.